Et préparons-nous, braves gens. Pour la première histoire de cette première émission horrifique histoire de l'année. Je savais pas comment faire ma phrase. Ne jugez pas. Et pour commencer cette année de lecture, La chose ailée sur le toit, une nouvelle de Robert Ervin Howard. J'espère que je me suis pas chié sur le prénom du centre, je le fais de mémoire. Une nouvelle écrite et publiée en 1982. Bonne écoute, braves gens. À travers la nuit, lourdement ils avancent, de leur allure éléphantine. Je frissonne empli d'effroi, tandis que je me blottis dans mon lit. Ils déploient leurs ailes gigantesques en haut des toits à pignons, qui tremblent sous le piétinement de leurs sabots de mastodonte. Justin Geoffrey, vision de l'ancien pays. Alors je tiens à dire que c'est la date que j'ai sur le bouquin, Loïc, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une gigantesque connerie. C'est écrit 1982, mais c'est sûrement 1882. C'est vrai que ce n'est pas très logique. Écrite en 1882. Et merci beaucoup pour le follow. Fog in SDMN 99. Bonne écoute à tous. Sinon, on cherchera la date tout à l'heure. Cherchez la date de l'histoire. Ok, ils ont écrit de la merde apparemment. Bon, bref. Bon, du coup, je sens que ça vous perturbe. Alors, la chose, elle est sur le toit. Cherchons Tout de suite, la date. Alors, la chose elle est sur le toit. Un petit peu, voilà, c'est parti pour une recherche de qualité. The Thing on the Roof. The Thing on the Roof de Robert T. Howard. Hein Robert Bidule Taras, là. Howard. Bon. Donc. Non mais je vérifie aussi du coup, hein. Ok. Donc on reprend. C'est une histoire écrite. Ça a été sûrement une republication, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais oui, vous avez raison. J'ai effectivement trouvé, moi aussi, 1932, donc La chose ailée sur le toit, une nouvelle de Robert Ervin Howard, écrite en 1932. C'est bon, on peut y aller? Non mais... Oh là là. Non mais vous avez raison.
Je dirais que j'ai oublié l'effet. Ça démarre si bien cette année. Je dirais pour commencer que je fus surpris lorsque Tusman me téléphona. Nous n'avions jamais été des amis très intimes. Les instincts mercantiles de l'homme me répugnaient. Et depuis la vive controverse qui nous avait opposés 3 ans plus tôt, lorsqu'il s'était efforcé de jeter le discrédit sur mes témoignages sur la culture Nahua dans le Yucatan, lesquels étaient le résultat de plusieurs années de recherches acharnées, nos relations avaient été fort peu cordiales. Pourtant, je le reçus et trouvais ses manières emportées et brutales. Mais il semblait préoccupé, comme si son antipathie à mon égard avait été mise de côté, au profit d'une passion impétueuse qui s'était emparée de lui. Le but de sa visite me fut rapidement exposé. Il sollicitait mon aide pour se procurer l'édition originale du livre de von Junst, Unausprechlichen Kulten, connu aussi sous le nom de livre noir, non en raison de sa couleur, mais à cause de son ténébreux contenu. Il aurait pu aussi bien me demander la traduction grecque originale du Necronomicon. Bien que, depuis mon retour du Yucatan, je me sois adonné presque exclusivement à ma passion des livres rares, je ne me serais jamais douté un seul instant qu'il existait encore un ou des exemplaires de ce livre dans l'édition originale de Düsseldorf. Quelques mots sur cet ouvrage sortant du commun. Son extrême ambiguïté en bien des passages, ainsi que les sujets traités absolument incroyables, avait laissé Commence bien cette année. Quelques mots donc sur cet ouvrage sortant du commun. Son extrême ambiguïté en bien des passages, ainsi que les sujets traités, absolument incroyables, avait laissé supposer pendant longtemps que ce livre était le résultat des divagations d'un maniaque, et l'auteur avait été vilipendé et traité de fou. Il demeure cependant que nombre de ces assertions sont irréfutables et qu'il passa sa vie entière, soit 45 ans, à se rendre en des lieux étranges et à découvrir des secrets terrifiants et abyssaux. La première édition du livre fit l'objet d'un tirage très réduit et beaucoup d'exemplaires furent brûlés par leurs possesseurs épouvantés lorsque von Junst fut trouvé mort, étranglé d'une façon très mystérieuse dans sa chambre fermée à clé et verrouillée une nuit de 1840, 6 mois après qu'il fût revenu d'un mystérieux voyage en Mongolie. 5 ans plus tard, un éditeur londonien, un certain Bridewell, s'empara du livre et en publia une version bon marché dans le but de faire sensation. Celle-ci comportait des gravures grotesques, était criblée de fautes d'orthographe et d'inexactitudes de traduction, sans parler des lacunes habituelles, inévitables dans une édition bon marché et peu scrupuleuse. Cette apparition contribua cependant à accentuer le discrédit jeté sur le texte original. Et éditeurs et lecteurs oublièrent pratiquement le livre jusqu'en 1909, date à laquelle la Golden Goblin Press de New York en sortit une nouvelle édition. Et coucou Nine.
Le livre avait été si soigneusement expurgé qu'un bon quart du texte original avait été supprimé. Mais il avait été très bien imprimé et illustré par les dessins admirables et étrangement inspirés de Diego Vázquez. Cette édition devait avoir un tirage important dans un but populaire, mais le goût artistique des éditeurs contrecarra ce dessin. En effet, le coût de l'édition du livre fut si élevé qu'ils furent contraints de le vendre à un prix prohibitif. J'expliquais tout cela à Tussman lorsqu'il m'interrompit brutalement pour dire qu'il connaissait parfaitement l'histoire de ce livre. L'un des exemplaires édités par la Golden Goblin ornait sa bibliothèque, me dit-il, et c'était dans celui-ci qu'il avait trouvé un certain passage, lequel avait éveillé son intérêt. Si je réussissais à lui procurer un exemplaire de l'édition originale de 1839, je serais dédommagé de ma peine. Sachant, ajouta-t-il, qu'il était inutile de me proposer de l'argent, il procéderait en retour à une rétractation totale de ses accusations précédentes concernant mes recherches au Yucatan et publierait une apologie complète dans les Scientific News. Je dois admettre que je fus confondu par ces paroles et réalisais que l'affaire devait être de la plus haute importance pour Tussman, puisqu'il était prêt à faire de telles concessions. Je répondis que j'estimais avoir réfuté d'une façon satisfaisante ces chefs d'accusation aux yeux de tous, et que je ne désirais nullement le placer dans une situation humiliante, mais que je ferais tout mon possible pour lui procurer ce qu'il recherchait. Il me remercia avec brusquerie et s'en alla après avoir dit d'une façon plutôt vague qu'il espérait trouver dans le livre noir le complet exposé de quelque chose qui avait été, de toute évidence, négligé dans l'édition postérieure. Je me mis au travail, écrivant à des amis, collègues et libraires dans le monde entier, et m'aperçus très vite que j'avais pris sur moi une tâche qui s'avérait fort malaisée. 3 mois s'écoulèrent avant que mes efforts fussent couronnés de succès. Mais finalement, avec l'aide du professeur James Clement de Richmond, Virginie, je parvins à trouver ce que je cherchais. J'avertis Tussman, et il arriva à Londres par le train suivant. Ses yeux brûlaient d'avidité, tandis qu'il contemplait le livre épais et poussiéreux, habillé d'une épaisse reliure de cuir et de fermoir de fer rouillé. Ses doigts tremblaient d'impatience, comme il feuilletait les pages jaunies par le temps. Et lorsqu'il poussa un cri violent et frappa la table de son poing, je compris qu'il avait trouvé ce qu'il recherchait aussi fébrilement. « Écoutez !» ordonna-t-il. Et il me lut un passage qui parlait d'un temple, très, très ancien, dans une jungle du Honduras, où un dieu étrange avait été adoré par une antique tribu qui avait disparu avant même l'arrivée des Espagnols. Et Tussman lut à voix haute les lignes suivantes. La momie de celui qui avait été de son vivant le dernier grand prêtre du peuple, disparu. Pardon, je vais la refaire, c'était pas très clair. La ponctuation, c'est pour les chiens. Bonsoir, Lucifrène. La momie de celui qui avait été de son vivant le dernier grand prêtre du peuple disparu
reposait à présent dans une chambre taillée dans la roche de la falaise contre laquelle le temple avait été bâti. Autour du cou, desséché de la momie, était passée une chaîne en cuivre. Et sur cette chaîne était monté un énorme joyau de couleur rouge, ciselé en forme de crapaud. Ce joyau était une clé, poursuivait von Junst, conduisant au trésor caché dans une crypte souterraine située dans les profondeurs du sol, sous l'autel du temple. Les yeux de Tusman brillaient. J'ai vu ce temple. Je me suis trouvé devant l'autel. J'ai vu l'entrée scellée de la chambre dans laquelle, au dire des indigènes, se trouve la momie du prêtre. C'est un temple très curieux. Il diffère autant des ruines des Indiens précolombiens que des constructions des Latino-Américains modernes. Les Indiens qui vivent à proximité nient tout rapport antérieur avec cet endroit. Ils disent que ceux qui ont construit ce temple appartenaient à une race différente de la leur et qu'ils étaient déjà là lorsque leurs propres ancêtres arrivèrent dans ce pays. Je pense qu'il s'agit du vestige d'une civilisation disparue depuis longtemps, qui a commencé à s'éteindre des milliers d'années avant la venue des Espagnols. J'aurais aimé forcer l'entrée de la chambre scellée, mais je n'avais ni le temps, ni les outils nécessaires pour ce travail. Je faisais route rapidement vers la côte, ayant été blessé au pied accidentellement par une arme à feu. Et c'est par le plus grand des hasards que j'étais arrivé à cet endroit. J'avais prévu d'y retourner, mais les circonstances m'en empêchèrent. À présent, je suis décidé à ne me laisser arrêter par aucun obstacle. Par hasard, j'étais tombé sur un passage de l'édition de la Golden Goblin de ce livre, décrivant le temple. Mais c'était tout. La momie était à peine mentionnée. Intéressé, je me procurais l'une des traductions de Bridewell, mais je me heurtais à un ramassis d'erreurs et d'âneries confondantes. À la suite d'une irritante malchance, le traducteur avait même commis une erreur sur l'emplacement du temple du crapaud, ainsi nommé par von Junst, et l'avait situé au Guatemala, au lieu du Honduras. La description générale est médiocre. Le joyau est mentionné, de même que le fait qu'il est une clé. Mais une clé destinée à quel usage ? Le livre de Bridewell ne le mentionnait pas. À ce moment, je sentis que j'étais sur la voie d'une véritable découverte, à moins que von Junst n'ait été fou, comme beaucoup le prétendent dire. Pourtant, il est prouvé que l'homme s'est bien trouvé au Honduras à une époque. Et il est impossible de faire une description du temple aussi précise, comme elle se trouve dans le livre noir, à moins de l'avoir vu de ses propres yeux. Comment a-t-il appris l'existence du joyau ? Je ne saurais le dire. Les Indiens qui m'ont parlé de la momie n'ont fait aucune mention du joyau. Je pense simplement que von Junst s'est ouvert un passage jusqu'à la crypte scellée, d'une façon ou d'une autre. L'homme a eu accès à nombre de secrets, par des moyens très mystérieux. À ma connaissance, un seul autre blanc a vu le temple du crapaud, en dehors de von Junst et de moi-même. Le voyageur espagnol Juan González, qui effectua une exploration partielle de cette région en 1793. Il mentionne brièvement un curieux temple qui diffère de la plupart des ruines indiennes et rapporte
avec scepticisme une légende répandue parmi les indigènes, selon laquelle quelque chose d'extraordinaire serait caché dans le temple. Je suis sûr et certain qu'il faisait allusion au temple du crapaud. Demain, je m'embarque à destination de l'Amérique centrale. Gardez le livre, je n'en ai plus besoin. Cette fois, je me suis parfaitement préparé, j'ai bien l'intention de découvrir ce qui est dissimulé dans le temple, même si je dois le démolir pierre par pierre. Je suis sûr qu'il s'agit d'une véritable montagne d'or. Les Espagnols ne l'ont pas trouvé, pour une raison que j'ignore. Lorsqu'ils sont arrivés en Amérique centrale, le temple du crapaud était abandonné. Or, ils recherchaient des Indiens vivants, afin de les torturer et de leur extorquer leur or. Ils ne s'intéressaient guère aux momies de peuples disparus. Mais je suis décidé à m'emparer de ce trésor. Sur ces paroles, Tusman prit congé. Je m'assis et ouvris le livre, cherchant le passage où il avait arrêté sa lecture. Je lus ainsi jusqu'à minuit, captivé par les allusions curieuses et les interprétations extravagantes, parfois même très obscures de von Junst. Et je trouvais, concernant le temple du crapaud, certaines précisions qui m'angoissèrent tellement que, le lendemain matin, j'essayai de joindre Tusman. Mais l'on me répondit qu'il était déjà parti. Plusieurs mois passèrent, puis je reçus une lettre de Tusman, me demandant de venir passer quelques jours dans sa propriété du Sussex. Il me priait également d'apporter le livre noir. Je me présentai à l'entrée de la propriété, plutôt isolée de Tusman, juste après la tombée de la nuit. Il vivait pratiquement comme au Moyen-Âge, sa grande demeure couverte de lierre et ses larges pelouses entourées de hauts murs de pierre. Comme je suivais le sentier bordé de haies qui conduisait de la grande porte à la maison, je notais que les lieux n'avaient guère été entretenus en l'absence de leur maître. Des mauvaises herbes avaient poussé, abondantes parmi les arbres, au point de menacer d'étouffement le gazon. Provenant du haut de taillis non élagués, se dressant contre le mur de la propriété, j'entendis à proximité ce qui semblait être le piétinement et le pas lourd d'un cheval ou d'un bœuf. J'entendis distinctement le tintement de ses sabots sur une pierre. Un domestique qui me regarda d'un air méfiant me fit entrer, et je trouvai Tusman marchant de long en large dans son cabinet de travail, tel un lion en cage. Il avait maigri, et ses traits s'étaient durcis depuis notre dernière rencontre. Son visage était noirci par le soleil tropical. Ses rides étaient plus nombreuses et plus prononcées, et ses yeux brûlaient plus intensément que jamais. Son attitude trahissait une colère sourde et frustrée.
Eh bien, Tusman, le saluai-je. Avez-vous trouvé l'or ? Je n'ai pas trouvé un seul gramme d'or, grogna-t-il. Toute l'histoire n'était qu'une mystification. Enfin, à vrai dire, pas tout à fait. Je me suis introduit dans la chambre scellée et j'ai trouvé la momie. Et le joyau ? M'exclamai-je. Il tira quelque chose de sa poche et me le donna. J'examinai avec curiosité l'objet que je tenais dans ma main. C'était une pierre précieuse, très grosse, aussi claire et transparente que du cristal, mais présentant une teinte rouge sinistre. Elle était ciselée, comme l'avait affirmé von Junst, et avait la forme d'un crapaud. Je frissonnais involontairement. La sculpture était particulièrement repoussante. Je tournai mon attention vers la chaîne de cuivre, lourde et curieusement travaillée, qui la soutenait. Quels sont ces caractères gravés sur la chaîne ? Demandai-je avec curiosité. Je ne saurais le dire, répondit Tusman. J'avais pensé que vous pourriez peut-être répondre à cette question. Je trouve qu'il présente une légère ressemblance avec certains hiéroglyphes, partiellement effacés, découverts sur un monolithe, connu sous le nom de pierre noire, qui se trouve dans les montagnes de Hongrie. J'ai été incapable de les déchiffrer. Racontez-moi votre voyage, le pressai-je, et, tout en buvant nos whisky and sodas, il commença son récit, en manifestant cependant une étrange aversion. J'ai retrouvé l'emplacement du temple sans grande difficulté, bien qu'il soit situé dans une région écartée et peu fréquentée. Le temple est bâti contre une falaise de pierre pure, dans une vallée déserte, inconnue des cartes et des explorateurs. Je ne me risquerai pas à faire une estimation de l'époque à laquelle il fut construit, mais il est bâti avec un genre de basalte étrangement dur, comme je n'en ai jamais vu ailleurs. Et son érosion extrême suggère un âge incroyable. La plupart des colonnes formant sa façade sont en ruine. Leurs vestiges brisés se dressent sur des soubassements érodés par les siècles, tels les dents brisées et éparses d'une sorcière ricanante. Les murs extérieurs se sont écroulés, mais les parois et les colonnes intérieures qui soutiennent une telle voûte, demeurées intactes, semblent solides pour plusieurs milliers d'années encore, ainsi que les murs de la chambre intérieure. La salle principale est grande et ronde. Son sol se compose de grands carreaux de pierre. Au centre se dresse l'autel, un simple bloc du même matériau, énorme, circulaire et présentant d'étranges sculptures. Directement au dos de l'autel, dans la falaise de roches solides qui forme la paroi de fond de la grande salle, se trouve la chambre scellée, taillée dans la pierre, à l'intérieur de laquelle gît la momie du dernier grand prêtre du temple. Je me suis frayé un chemin, sans trop de difficulté, jusqu'à la crypte, et j'ai trouvé la momie exactement comme il était dit dans le livre noir. Bien qu'elle soit dans un remarquable état de conservation, j'ai été incapable de la classer avec précision. Les traits
desséché, et la conformation générale du crâne faisait songer à certains peuples dégénérés et métissés de Basse-Égypte. Et je suis certain que le prêtre appartenait à une race s'apparentant davantage aux Caucasiens qu'aux Indiens. À part cela, je suis incapable de faire un rapport plus positif. Mais le joyau était là, et la chaîne passée autour du cou desséché. Et bonsoir Flammard. Et si vous vous demandez, il y a bien un rapport avec l'histoire que l'on a lue en fin d'année, qui était déjà écrite par Robert Ervin Howard et qui s'appelait La pierre noire, justement. Et si vous prenez l'histoire encore, je vous rappelle, si vous reprenez l'histoire en cours, je vous rappelle qu'il y a une seconde histoire qui vous attend plus tard. Vers minuit. À partir de ce moment, le récit de Tusman devint si vague que j'éprouvais une certaine difficulté à le suivre. Et je me demandais si le soleil tropical n'avait pas affecté son esprit. Il avait ouvert une porte secrète dans l'hôtel, à l'aide du joyau. De quelle façon exactement, il était parfaitement incapable de le dire. Et je fus frappé par le fait qu'il ne comprenait pas lui-même clairement quelle avait été l'action de la clé joyau. Mais l'ouverture de la porte scellée avait eu un effet néfaste sur les indigènes, des fripouilles qu'il avait engagés pour l'expédition. Ils avaient refusé catégoriquement de le suivre et de franchir l'ouverture sombre et béante qui était apparue si mystérieusement après que la pierre précieuse eût été appliquée contre l'autel. Tusman entra seul, avec son revolver et sa torche électrique, trouvant un escalier de pierre étroit qui s'enfonçait en serpentant vers les entrailles même de la terre, apparemment. Il le descendit et arriva bientôt à un large couloir, dans les ténèbres, duquel le faible rayon lumineux de sa lampe était pratiquement inexistant. Comme il racontait ceci, il parla avec une gêne étrange d'un crapaud qui avançait par bonds devant lui, juste au-delà du cercle lumineux de sa lampe, et qui le précéda ainsi tout le temps qu'il demeura sous terre. Progressant le long de souterrains et empruntant des escaliers humides qui étaient autant de puits de ténèbres solides, il parvint enfin devant une lourde porte aux sculptures qui devait, il le sentit alors, interdire l'accès à la crypte où était caché l'or des adorateurs antiques. Il pressa le joyau crapaud contre la porte à plusieurs endroits. Et finalement, la porte s'ouvrit, toute grande, devant lui. Et le trésor, l'interrompis-je vivement. Il éclata d'un rire sauvage, plein de dérision envers lui-même. Il n'y avait pas d'or dans la crypte, pas de pierres précieuses, rien du tout. Il hésita.
Rien du tout que j'aurais pu emporter. À nouveau, son récit se fit extrêmement vague. Je supposais qu'il avait quitté le temple dans la plus grande des précipitations, sans effectuer d'autres fouilles pour trouver le trésor présumé. Il avait eu l'intention d'emporter la momie avec lui, dit-il, et d'en faire don à un quelconque musée. Mais lorsqu'il ressortit des puits, elle avait disparu. Il supposa alors que ces hommes, dans leur crainte superstitieuse d'avoir un tel compagnon tout au long de la route qui les ramènerait vers la côte, l'avaient jeté dans un puits ou dans une caverne. Et ainsi, me voici de retour en Angleterre, pas plus fortuné que lorsque je l'ai quitté. Vous avez le joyau. Il a certainement une grande valeur. Il le regarda sans bienveillance et sans aucune avidité, d'une manière farouche, presque obsessionnelle. À votre avis, est-ce un rubis ? Demanda-t-il. Je secouai la tête. Je suis incapable de le dire. Moi aussi, mais laissez-moi consulter le livre. Il tourna lentement les pages épaisses, remuant les lèvres comme il lisait au fur et à mesure. Parfois, il secouait la tête comme s'il était intrigué, et je remarquais qu'il demeurait un long moment sur un certain passage. Cet homme a exploré tant de sujets interdits, cherchant à les déchiffrer imprudemment, me dit-il alors. Cela ne m'étonne nullement que son destin ait été si étrange et si mystérieux. Il a certainement pressenti sa fin prochaine. Ici, il avertit les hommes de ne pas réveiller les choses qui dorment. Tusman sembla perdu dans ses pensées durant quelques instants. Oui, les choses qui dorment, murmura-t-il, qui semblent mortes, mais qui reposent seulement, attendant qu'un fou aveugle les éveille. J'aurais dû lire plus avant dans le livre noir. J'aurais dû refermer la porte en quittant la crypte. Mais je possède toujours la clé, et je la garderai. L'enfer s'en mêlerait-il ? Il sortit de ses rêveries, et il allait me dire quelque chose lorsqu'il s'interrompit brusquement. Des étages supérieurs était parvenu un bruit singulier. Qu'était-ce ? Il me regarda vivement. Je secouai la tête et il courut vers la porte, appelant un domestique. L'homme se présenta quelques instants plus tard et il était plutôt pâle. « Vous étiez à l'étage ? » ?»« Oui, monsieur. »« Avez-vous entendu quelque chose ?» demanda Tusman rudement, sur un ton menaçant et presque accusateur. « En effet, monsieur, » répondit l'homme avec une expression d'embarras sur son visage. « Qu'avez-vous entendu ?» La question fut un grondement sourd. « Eh bien, monsieur... » L'homme éclata de rire comme pour s'excuser. « Vous allez me trouver stupide, mais... à dire la vérité, on aurait cru le piétinement d'un cheval gambadant sur le toit. »
Une lueur de démence apparut dans le regard de Tusman. « Espèce de fou !» hurla-t-il. « Sortez d'ici !» L'homme sortit à reculons, stupéfait, et Tusman saisit le joyau étincelant, ciselé en forme de crapaud. « J'ai été un imbécile. J'aurais dû lire plus avant, et j'aurais dû refermer la porte. Mais par le ciel, cette clé est à moi, et je la garderai, et personne ne me la prendra. Homme ou démon. » Et, sur ces étranges paroles, il fit demi-tour et s'élança dans l'escalier vers l'étage supérieur. Un moment plus tard, sa porte claquait violemment, et un serviteur, ayant frappé timidement, obtint pour seule réponse un ordre blasphématoire de se retirer. Tusman menaça également sur un ton farouche de tirer sur quiconque essaierait de pénétrer dans sa chambre. Si l'heure n'avait pas été aussi avancée, j'aurais quitté cette maison, car j'étais certain que Tusman était devenu complètement fou. Mais, comme elle l'était, je me retirai dans la chambre qu'un serviteur terrifié m'indiqua. Cependant, je n'allais pas me coucher. J'ouvris les pages du livre noir à l'endroit lu par Tusman. Une chose était parfaitement claire. À moins que notre homme fût devenu fou allié. Il avait trouvé quelque chose d'inattendu dans le temple du crapaud. Un fait anormal à propos de l'ouverture de la porte de l'hôtel avait terrifié ses porteurs. Et dans la crypte souterraine, Tusman avait trouvé quelque chose qu'il ne s'attendait nullement à trouver là. Et j'étais persuadé qu'il avait été suivi depuis l'Amérique centrale et que la raison de cette persécution était le joyau qu'il appelait la clé. Cherchant des indices dans le volume de von Junst, je lus à nouveau le passage concernant le temple du crapaud, l'étrange peuple pré-indien qui tenait son culte à l'intérieur de celui-ci, et la monstruosité ricanante, énorme, pourvue de tentacules et de sabots qu'ils adoraient. Tusman avait dit qu'il aurait dû lire le passage entièrement lorsqu'il avait eu le livre entre les mains pour la première fois. Rendu perplexe par cette phrase énigmatique, j'arrivai à l'endroit sur lequel il s'était penché avec beaucoup d'attention. Il avait souligné la phrase avec l'ongle de son pouce. Pour moi, c'était apparemment une nouvelle ambiguïté, parmi beaucoup d'autres, du texte de von Junst, car il était simplement énoncé qu'un dieu du temple était le trésor du temple. Soudain, la noire implication de cette allusion me frappa, et une sueur froide couvrit mon front. Et bonsoir le raid. On a presque fini la première histoire, je vous salue convenablement juste après. La clé conduisant au trésor. Et le trésor du temple était le dieu du temple. Et les choses endormies pouvaient être éveillées par l'ouverture de la porte de leur prison. Je me levai d'un bond, rendu nerveux par cette insinuation intolérable. À ce moment, un grand fracas rompit le silence et le hurlement d'agonie d'un être humain déchira mes oreilles. En un instant, j'étais hors de ma chambre et, comme je montais précipitamment l'escalier, j'entendis des sons qui, depuis lors, n'ont cessé de me faire douter de ma raison.
Je fis halte devant la porte de Tusman, essayant de tourner la poignée d'une main tremblante. La porte était fermée à clé. Alors que j'hésitais, j'entendis, venant du dedans, un ricanement hideux et suraigu. Puis un bruit spongieux et écœurant, comme si une énorme masse gélatineuse se frayait un passage par la fenêtre. Les sons cessèrent et j'aurais pu jurer entendre le battement assourdi d'ailes gigantesques. Puis, le silence. Venant à bout de mes nerfs détraqués, j'enfonçai la porte. Une puanteur atroce et suffocante emplissait la pièce, formant un brouillard jaunâtre. Surmontant ma nausée, je m'avançai. Tout avait été détruit dans la pièce, mais rien ne manquait. À l'exception de ce joyau ciselé en forme de crapaud que Tusman appelait la clé et qui ne fut jamais retrouvé. Des taches fétides et innommables souillaient l'appui de la fenêtre. Et au centre de la pièce gisait un homme dont la tête avait été écrasée et réduite en bouillie. Et sur la bouillie sanglante que formaient le crâne et le visage, je pus voir l'empreinte évidente d'un énorme sabot. Et voilà qui marque la fin de cette première histoire de la soirée.